Donc moi, j'ai commencé à travailler dans la presse économique en 2010, d'abord en Free, puis à Libération, puis au magazine Challenge. Dès le début, j'ai commencé à écrire en parallèle des piges en freelance sur les sujets féministes. Donc 2010, c'est pas les grandes années du féminisme en France, hein. C'était plutôt à tâtons, très discret. C'était pas des notions qui étaient très connues. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et déjà en 2014, mon engagement a pris un pas supplémentaire. Donc j'ai toujours conservé mon boulot de journaliste économique, mais mon engagement a pris un pas supplémentaire parce que j'ai cofondé une association qui s'appelle Prenons la Une, qui est l'association des femmes journalistes en France et qui est une association qui est intéressante pour les professionnels du métier parce que on se posait deux questions, à la fois la représentation des femmes à l'intérieur des médias et du coup, on était très souvent invités dans les trucs sur la com, la pub, petit peu plus large. Mais la représentation des femmes, c'est-à-dire les stéréotypes, la sous-représentation chiffrée, vraiment la façon dont on parle d'elles, combien de fois on parle d'elles, etc. Beaucoup de mesures chiffrées, mais aussi beaucoup de grilles stéréotypées, quoi. Et en même temps, la façon dont les femmes étaient représentées dans l'industrie des médias. Donc, le fait qu'elle soit sous-représentée au poste de direction, qu'elle ne soit que 34% à l'époque, je ne vais pas réviser mes chiffres, hein, donc c'est des chiffres qui datent d'il y a 2-3 ans, 34% des femmes rédactrices en chef, qu'elles aient très souvent les jobs, soit en bas de l'échelle, soit les jobs de chef intermédiaire, qui finalement, dans le journalisme, sont ceux qui prennent le moins de décisions, et en plus qui sont mal payés. Voilà, parce que l'écart de salaire qui a du mal à partir dans ce secteur-là, comme dans beaucoup d'autres. Et donc, vraiment, notre idée, c'était de dire, en fait, la place des représentantes de la gente féminine et évidemment les personnes queer et LGBTQIA+, on était très proche de l'association LGBT, la JL à l'époque, la place qu'elles ont dans ce champ va influencer la manière dont les femmes vont être représentées, puisque si vous avez que des bons hommes autour de la table, par exemple, en conférence de rédaction aux Inrocks, euh, euh, au moment où Bertrand Cantat essaye de se relancer dans la musique, et ben personne ne se pose la question autour de la table de la conférence de rédaction de ah mais quand même il a été condamné, il a été en prison pour des violences conjugales qui ont amené à un homicide. Est-ce que c'est une décision pertinente en tant que média de redonner la couve et 6 pages à une personne comme ça? Voilà, j'ai pris un exemple au milieu, mais j'aurais pu en prendre des dizaines et des centaines. Donc, on a fait ça, ça a plutôt bien marché, ça a commencé à faire beaucoup discuter les médias. Bon, nous, on portait des mesures à l'époque très disruptives, hein, parce que par exemple, on voulait que les aides à la presse soient conditionnées aux critères de parité dans les médias. Et c'est une mesure qu'on n'a jamais réussi à obtenir, mais on l'a défendue partout. Je me rappelle d'une audition au Conseil à l'égalité homme-femme, où j'ai siégé donc à ce titre, avec le rédacteur en chef du Figaro qui était en panique en me disant oh non, faut pas qu'on nous fasse ça, etc. Alors qu'en plus, c'était pas les pires en matière de représentation des femmes. Bref, voilà, donc ça, c'était une idée qui n'était pas passée. Parmi les idées qui étaient passées, bah, on était sur des idées de comment on parle mieux des violences conjugales. Donc, c'est nous qui avons poussé à fond qu'on parle de drames conjugaux et plus jamais de crimes passionnels. C'était un terme qui avait disparu dans le langage juridique depuis des décennies, mais qui était encore utilisé par les journalistes pour parler donc de faits de société qui sont la violence conjugale. On a défendu aussi le fait que le cyberharcèlement soit considéré comme un accident du travail dans certains médias qui ont décidé de l'accompagner et de l'ajouter dans leur cause. Bon, bah, du coup, j'ai plus de batterie, je vais devoir enlever ce truc. Euh, Vous m'entendez encore? Oui, ça va. Pour On intégrer, t'entend. sortie intégrée, c'est bon. Euh, Donc voilà, on avait prôné cette mesure-là qui a été reprise par 2 ou 3 médias, dont Le Monde, Mediapart et je sais plus qui. Et vraiment, on était dans une réflexion qui n'était pas une réflexion de on va faire la leçon à tout le monde d'un point de vue de ce que c'est le féminisme idéal, etc. Mais vraiment, on va regarder concrètement ce qui peut passer auprès des directions, des RH, etc. pour faire changer. Par exemple, on apprenait aussi l'écriture inclusive dans toutes les annonces d'emploi. Bon, à un moment où c'était pas obligatoire, aujourd'hui c'est non, alors aujourd'hui c'est plus obligatoire parce qu'il y a de nouveaux reculs. Mais bon, c'était devenu obligatoire, puis ça l'est plus. Voilà, donc on s'est battu pour des choses très, très concrètes.
Et donc, moi, à ce moment-là, donc étant féministe depuis très, très, très longtemps, et étant journaliste économique, je me suis demandé comment je faisais pour travailler à l'intersection sur ces deux sujets-là. Et entre-temps, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser sur ces sujets et cette époque-là, eh bien, il y a eu les événements MeToo qui, je trouve, ont porté énormément le féminisme, les questions d'intersectionnalité, les questions de genre, de personnes racisées et de discrimination sur le devant de la scène politique et médiatique avec énormément de reprises. Et là, j'ai commencé à avoir un basculement dans l'opinion publique. Alors, je cite toujours les mêmes chiffres qui maintenant datent et ne sont plus trop valables, mais selon un sondage interactif de 2019, je crois, 2018, la majorité des Français et des Françaises se décrivaient à l'époque comme féministes, 58% des Français et des Françaises, et 77% des 15-24 ans. Alors bon, je dis ça parce qu'en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a changé puisqu'on est face à un nouveau recul en arrière. Derrière un rapport, non, dans un dernier rapport du HCE, on montre bien que sur la jeune génération, plutôt chez les messieurs, il y a un recul des valeurs féministes chez la jeune génération. Bref, moi, mon constat à l'époque, c'était ce truc-là est devenu à la mode, donc plein de marques, plein de marketing, plein d'entreprises se sont engouffrées là-dedans. Et pour moi, elles avaient deux enjeux. Premier enjeu, attirer les consommateurs, donc plutôt les consommatrices, plutôt engagées dans des produits, dans des services dans lesquels les femmes sont sous-représentées, où on se dit qu'il y a une manne financière à aller chercher, hein, puisque bon, voilà, l'économie fonctionne comme ça. Et de l'autre côté, attirer ce qu'on appelle les talents. Dans les trucs de ressources humaines, c'est vraiment aller chercher les jeunes diplômés ou les personnes qui ont un très bon début de carrière, aller les débaucher dans d'autres entreprises en disant bah, non seulement on a un job intéressant à vous proposer, mais en plus on est une entreprise qui a des valeurs féministes et d'égalité très fortes, qui les applique en interne. Et donc voilà, notre marque employeur, elle est très très forte là-dessus. Ça vous fait donc un argument supplémentaire. C'est l'idée que vous serez mieux traité, plus écouté dans vos engagements dans cette entreprise-là. Voilà, donc moi, je me dis à ce moment-là, il y a un enjeu pour les deux entreprises. Et c'est là que j'utilise en fait, parce qu'à l'époque, c'était pas mentionné comme ça. Maintenant, c'est de plus en plus mentionné aux États-Unis sous le terme de purple washing. À l'époque, on disait beaucoup pink washing, mais en fait, pink washing à l'origine, c'est quand même pour les personnes LGBTQIA+. Et j'ai tendance à penser qu'il faut leur laisser les termes, les concepts qui ont été créés pour elles et pas chercher à faire de la récupération au risque de noyer le poisson. Voilà. Donc, moi, j'ai fait émerger le terme de féminisme washing en copiant vraiment ce qui avait été fait sur le pink washing et sur le green washing dans l'écologie, qui était quand même plus connu du grand public. Alors, je vous lis ma définition de mon bouquin, parce que comme ça, je la fais jamais aussi bien que la fois où je l'ai écrite. Appliquée à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, cette démarche recouvre un ensemble de techniques de communication internes ou externes utilisées par les entreprises, les organisations internationales, les institutions politiques évidemment, pour prôner un féminisme de façade. Alors, ça prend différentes formes, hein. Il s'agit parfois de mensonges purs, de produits sans attributs féministes, bien vendus comme méga féministes. Euh, je vous donnerai des super exemples après. De promesses disproportionnées. Et ça, c'est très présent, notamment quand les entreprises font des dons. Des termes utilisés trop vagues, des absences d'éléments concrets, des allégations sans preuve, l'usage de labels qui manquent de sérieux, et puis aussi l'usage de faits qui sont écrits dans la loi et obligatoires pour toutes les entreprises, mais que vous allez retrouver demain toute la journée dans les papiers du 8 mars, où les entreprises vont dire ah, je fais des trucs absolument géniaux pour l'égalité homme-femme. Par exemple, j'augmente les femmes en retour de congé de maternité au niveau des augmentations moyennes qui ont eu lieu dans l'entreprise pendant qu'elles n'étaient pas là. Pour information, cette chose-là existe dans la loi depuis 1983. Ce n'est absolument pas une nouveauté et toutes les entreprises devraient le faire et celles qui le communiquent là-dessus sont juste en train de... Enfin, c'est de la tautologie, quoi. On dit qu'on fait ça, alors on fait ça, alors on est bien. Mais bon, ça veut rien dire. Voilà. Donc, vraiment, essayer de regarder tous ces mécanismes-là. Et donc, comment je suis partie? Alors, d'abord, j'ai beaucoup étudié effectivement la publicité. Donc sur la publicité, je suis partie à l'époque dans un constat qui était assez proche de celui qu'on avait dans le journalisme, qui disait qu'en fait, dans les médias publicitaires, notamment dans les
agences publicitaires, ah bah tiens, bah là on aura une experte après qui pourra nous dire si elle ressent ça ou ça, mais dans une agence publicitaire, dans les agences de com, etc., les femmes sont sous-représentées à deux postes, les postes de direction et les postes de création, conception, nanana, stratégique un peu, voilà, et elles sont très souvent dans les fonctions exécutives et les fonctions de com, RP, tous ces trucs-là. Donc ça veut dire qu'elles sont moins dans les positions de créativité et dans les positions de décision. Donc, forcément, dans les publicités, bah, ça va se ressentir. Bon, déjà par un sexisme qui a quand même été très présent dans la publicité. Je ne vais pas vous refaire tout le topo, mais en gros, pour nous qui sommes nés dans la fin des années 80 ou le début des années 90, la femme des années 90, c'était celle qui était une warrior, qui était super forte avec les enfants, qui se battait comme un homme, qui portait des talons très hauts et qui faisait clac-clac sur le parquet. Et qui, voilà, c'était vraiment cette image-là qui a été à fond utilisée, pressée et saurée par la publicité des années 90. Puis des trucs un peu stéréotypés, notamment dans les trucs sur les tâches ménagères, etc. Et puis à la fin, donc vraiment un féminisme washing sans complexe et sans décomplexion, dans lequel on utilisait les concepts féministes qui étaient censés plaire à la jeune génération, donc Y à l'époque, et maintenant plutôt Z, voilà, pour refourguer n'importe quel produit. Alors, parmi les produits que moi je cite souvent, il y a le fameux t-shirt féministe. Je ne vais pas revenir un peu dans tout le débat, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, t-shirt blanc avec juste marqué en noir We should all be feminist, qui avait été porté par Rihanna, Virginie Elfira, Nathalie Portman à la Women's March à New York, bref, et qui était donc un t-shirt de la marque Dior, un t-shirt à le prix varie, mais autour de 600 euros. Donc moi j'aimais bien cette idée de dire on va raconter que le féminisme c'est partout, on va le porter, ça va devenir viral, c'est devenu viral hein, sur les réseaux sociaux et tout, et en même temps c'est sur un produit qui coûte 600 balles et qui donc laisse 95% de la population mondiale de côté qui peut absolument pas se l'acheter. Donc clairement pour moi le critère d'inclusivité il était perdu. On le retrouve aussi dans les objets autour de Frida Kahlo, l'artiste peintre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai là autour de moi un petit objet autour de Frida Kahlo qui était en face de moi pendant que j'ai créé mon livre, où je me disais, t'es pas plus maligne que les autos si tu t'es fait avoir. L'idée, c'est que en fait, tous les projets estampillés Frida Kahlo qui donc sont censés être féministes et qui vraiment dans la manière dont on se représente un peu les objets porte-bonheur, les petits gris-gris qu'on transporte partout avec eux, avec soi, sont vraiment dans cette idée, voilà, si j'ai ça sur moi, j'ai un peu l'impression que ça me fait empowerment, quoi. Bref, et en fait, Frida Kahlo, ben, elle n'était pas du tout au courant de ça. Il y a une multinationale qui est possédée par sa petite nièce par alliance et un multimilliardaire mexicain qui s'appelle la FKC, pas KFC, FKC, Frida Kahlo Company, qui possède les droits de toutes les produits à l'effigie de Frida Kahlo, pas les œuvres, mais tous les produits qui la représentent elle. Donc sachez qu'à chaque fois que vous achetez, même un petit producteur, je sais pas quoi, truc et bidule sur Internet, sur Etsy, un objet avec Frida Kahlo, cette multinationale touche un pourcentage de royalties sur quel que soit le truc, même si c'est une marque que vous trouvez engagée, etc., c'est toujours forcément le cas. Et en plus, cette marque poursuit tous les petits créateurs qui ne respectent pas ça. Donc, on est vraiment dans une démarche très judiciaire où elle pèse des milliards et des milliards de dollars et donc pèse très, très cher. Voilà. Donc, voilà, j'ai étudié ça, je l'ai étudié dans la publicité. Qu'est-ce que j'ai étudié aussi bon, bah, on l'a aussi dans les ONG, on l'a aussi dans les gouvernements, hein, alors c'est plus le pinkwashing sur les personnes LGBT dans les gouvernements. Mais par exemple, c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de gouvernements israéliens. Comme manière de se faire passer pour moderne et de se faire d'acquérir une très bonne image en montrant à quel point ils sont LGBT friendly. Bon, alors que ben, peu importe qu'ils soient LGBT friendly, ça enlève rien aux massacres qui sont en train de se passer à l'heure actuelle. Voilà, mais c'est vraiment des enjeux d'image et de compétition. Voilà, ça a été aussi utilisé beaucoup dans des entreprises américaines, notamment des entreprises de tech. Donc moi, il y en a une que je cite assez souvent, qui est l'entreprise qui s'appelle Bumble,
qui est donc le concurrent de Tinder, application de rencontre avec un swipe, nanana, qui a été monté par une des cofondatrices de Tinder, qui avait quitté Tinder après des histoires de harcèlement moral et harcèlement sexuel du cofondateur qui se trouvait être son ex en plus. Bon, voilà. Entreprise qu'elle quitte, elle poursuit, elle lance sa propre boîte et elle dit, ah, moi, dans mon entreprise, je vais redonner le pouvoir aux nanas sur le dating. Et donc, super. Mais bon, c'est vrai que dans le marketing, la manière dont le produit est conçu, etc., chez Bumble, tout est pensé pour avoir l'air féministe, pour attirer les féministes. Et n'oublions pas quand même que l'argument marketing derrière, c'est que sur les applications de rencontres, les femmes représentent un tiers des personnes, les hommes représentent deux tiers des personnes. Donc, partons sous le principe qu'il y a encore un certain nombre de personnes hétérosexuelles, ça les arrange bien d'avoir un argument qui attire les femmes. Voilà, donc ce truc-là. Et bon, moi, ce que j'avais détesté chez Bumble, c'est effectivement le fait que jamais il n'y a de communication sur ces logiques-là, alors que toutes les autres applications l'assument, et le fait que Bumble se présente comme une grande entreprise féministe qui, tous les ans pour le 8 mars, donne 10 à 15 000 euros, 15 000 dollars à des associations féministes. Bon, c'est la première licorne valorisée introduite en bourse, créée par une femme aux États-Unis. Donc, c'est des milliards et des milliards de chiffre d'affaires. 10 000 dollars euh, donnés à une ONG ou à une association en rapport avec le chiffre d'affaires de la boîte, c'est une moquerie monumentale. Voilà, donc c'est un peu des exemples comme ça que je suis allée chercher. Bon, je vais peut-être repasser sur, parce que sinon je ne vais pas vous faire tout le bouquin, hein, parce que voilà. Donc derrière, après, je me suis posé la question, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas faire du féminisme washing? Et donc, je suis allée regarder auprès d'entreprises qui avaient des démarches, communiquaient à fond sur le fait qu'elles aidaient les femmes, etc. Bon, alors, en cherchant des bons exemples, c'était compliqué parce qu'en fait, j'en ai pas trouvé beaucoup. Par exemple, l'entreprise bancaire BNP Paribas communique énormément, et ça, vous allez certainement les voir demain sur le 8 mars, sur tout ce qu'ils font pour les femmes. Alors, tout ce qu'ils font pour les femmes, c'est principalement financer deux prix d'entrepreneuriat, auxquels, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, je ne peux pas postuler parce que j'essaie d'être vaguement raccord avec ce que je dis intellectuellement. Donc voilà, deux des trois ou quatre prix sur l'entrepreneuriat start-up pour les femmes ont été fondés par cette entreprise-là. Et cette entreprise-là, qui communique à tire-larigot sur les femmes, a un écart salarial record. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de résorber, mais ils n'y arrivent toujours pas. Et l'entreprise qui a été poursuivie en France dans les 12 dernières années, le plus de fois pour discrimination sexiste, discrimination homophobe, euh, je crois que j'ai oublié une discrimination. Mais au moins, ces deux discriminations-là, sur des discriminations sexistes, c'est plusieurs cas chez BNP Paribas qui ont fait jurisprudence et qui aujourd'hui sont utilisés par les syndicalistes, notamment les représentants syndicaux de la CFDT et de la CGT, pour défendre les femmes qui ont subi de la discrimination salariale. Voilà. Donc, parmi les rares exemples que j'ai trouvé qui faisaient les choses bien, alors il y en a quand même. Il y avait une petite marque donc, qui est morte ces dernières années et qui va être relancée, qui était une petite marque de t-shirts qui s'appelait la marque Meuf, qui était que des t-shirts made in Europe avec une traçabilité de t-shirts, de comment les salariés qui travaillent autour sont payés, rémunérés, avec des femmes qui étaient avec quasiment qu'une équipe de femmes, avec une représentation de tous les stéréotypes, de tous les physiques surtout, avec vraiment le fait de prendre le temps d'expliquer des choses qui paraissent pas évidentes à une marque qui est juste dans une démarche de washing. Je vais prendre un truc tout bête, hein. Pourquoi est-ce que toutes les marques n'ont pas forcément des t-shirts en XS ou en taille 44? Parce qu'effectivement, ce sont des produits que l'on vend un petit peu moins parce que c'est des plus petits effectifs. Et donc, c'est vrai que pour une jeune marque qui se lance, c'est compliqué d'essayer d'avoir tout ce panel de produits en même temps. Bon, c'est une excuse qui, pour moi, vaut pour une petite entreprise qui essaie de faire au mieux et qui a fini par le faire au final, mais qui ne vaut pas pour une entreprise comme Dior ou par exemple The Couples, dont on sait que c'est une marque qui taille exprès pas au-dessous du 42 parce que 42, ce serait pas bon pour l'image de la marque. C'est vraiment assumé dans les interviews. Voilà, donc il y avait cette petite marque-là. Et puis, parmi les grands groupes, ce que je citerai qui peut être intéressant, c'est le cas de L'Oréal. Donc, c'est vrai que L'Oréal, c'est une entreprise qui a quand même
un engagement pour les femmes depuis très longtemps, qui a parfois été critiqué pour le fait que les gens reçoivent une grosse pression au travail. Hein. L'Oréal avait notamment été critiqué par Balance Ton Agency à l'époque sur Instagram là-dessus. Mais c'est quand même une entreprise qui a pensé l'égalité homme-femme à tous les niveaux de la boîte. C'est écrit dans les statuts, c'est pensé dans le COMEX, où à part le président qui est toujours un homme, et il se trouve en ce moment le directeur des RH monde, en fait, il y a une plus de représentation des femmes au COMEX, c'est plus de la moitié, ce qui n'est pas le cas dans plein d'entreprises, donc conseil d'administration et COMEX. C'est une entreprise qui a mis en place des mesures très très concrètes pour mesurer l'inégalité salariale et pour pas faire genre on l'a fait nous à notre sauce avec notre petite méthode. En fait, ils ont repris la méthode utilisée par une chercheuse de l'INED, qui est vraiment une professionnelle des statistiques, qui a fait la mesure sur plusieurs années d'affilée pour réellement voir les problèmes et pour aussi réussir à identifier quels étaient les moments où ça bloquait. Donc, par exemple, l'arrivée du premier enfant ou l'expatriation, qui étaient les moments où, pouf, d'un seul coup, le salaire de la femme, il n'augmentait plus. Donc, on essaye vraiment de résoudre les problèmes. C'est aussi une entreprise qui fait énormément de tests. Par exemple, il y a un COMEX diversité qui prend les meilleurs exemples de politique interne utilisées aux États-Unis, puis qui les exporte, qui les teste en France. C'est une entreprise qui a financé six crèches d'entreprise, alors que moi, je me souviens avoir été dans une conf avec le directeur de l'UIMM, donc l'industrie de la métallurgie, l'équivalent du président du MEDEF, mais version métallurgie, quoi, qui m'expliquait qu'en fait, ouvrir des crèches, c'était impossible, c'était le truc qui coûtait le plus cher. Il faut savoir qu'il y a des aides pour que l'entreprise puisse faire ce genre de dispositif. Bref, plein de mécanismes comme ça qui existent et puis, surtout très intéressant dans une période post-MeToo, un système de signalement pour faire remonter les harcèlements sexuels, sexistes, harcèlement moral, très très efficace, dans lequel on voit vraiment quand on regarde les tableaux, enfin quand je regardais les tableaux à l'époque, tant de signalements qui ont été portés, tant de signalements qui ont vraiment reçu une réponse, tant de signalements qui ont donné le droit à des rendez-vous, tant de signalements qui ont euh, donné droit à des changements de mesures et tant de signalements qui ont obtenu des licenciements. C'était à peu près 25 dans l'année. Bon, combien d'entreprises va accepter de communiquer sur le fait qu'elles soient allées à ce niveau-là pour aller chercher la petite bête et regarder. Voilà. Donc moi, je trouvais cet exemple-là vraiment très intéressant, même si évidemment, on aimerait bien qu'il y ait un PDG L'Oréal qui soit un jour une femme, même si évidemment, le fait de pressuriser certaines catégories de salariés au travail, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà, il se passe quand même des choses qui sont assez négatives. En tout cas, moi, j'avais travaillé sur ces côtés-là. Alors après, j'ai continué à le suivre depuis la sortie de mon bouquin. Sur les réseaux sociaux, ça m'a fait beaucoup rire parce que je l'avais vu une influenceuse féministe faire de la publicité pour des tampons avec une couronne de tampons. Elle s'appelle My Better Self. Et en fait, il y avait un dispositif où elle donnait l'impression que plus on repartageait son truc, plus il allait avoir des protections menstruelles qui allaient être données à des femmes dans le besoin. Sauf qu'en fait, c'était plafonné. Et donc, avec ce truc micmac, etc., elle passait à la fois pour une très bonne Samaritaine. Et puis, en fait, l'entreprise prenait pas trop de risques, hein, parce qu'au bout de, je sais plus combien c'était, 1500 protections menstruelles distribuées, hein, il n'y avait plus rien. Bon, sauf que ça a cassé Internet. Donc voilà, l'entreprise en a profité, tout le monde en a profité, sauf peut-être les personnes les plus intéressées. Ou alors, je me rappelle d'une influenceuse féministe qui, elle, avait fait des pubs. Attention, tenez-vous, c'est sans rapport avec la cause, là, pour des Velux. Voilà, donc alors le truc c'était expliquer en fait les Velux c'est bien parce que ça fait rentrer la lumière naturelle. La lumière naturelle c'est bien pour lutter contre la dépression et franchement les féministes c'est très très dur, il y a beaucoup de burn-out militants et de dépression donc il nous faut des Velux. Voilà, donc ça c'est vraiment pour montrer à quel point le féminisme washing peut être utilisé par les marques dans des exemples plus ou moins capillotractés. Et donc, du coup, moi, je vais bientôt m'arrêter de parler. Tu me fais des signes, hein, Claire, quand je dois m'arrêter de parler. Du coup, moi, donc non seulement j'ai écrit ce bouquin-là et j'en ai beaucoup parlé, mais surtout, quand j'ai monté ma petite entreprise, ma modeste entreprise dont je vais vous parler vite fait, et c'est là-dessus que vous pourrez, je pense, me poser des questions, je me suis vraiment posé toutes les questions qui correspondent à ce que j'ai fait dans mon bouquin pour que mon entreprise soit plus respectueuse de l'égalité femmes-hommes. Et par ailleurs plus respectueuse du droit du travail, hein, puisque dans le journalisme, le droit du travail et notamment le droit à la déconnexion sont des droits qui ne sont pas méga respectés par toutes les entreprises.
Voilà. Voilà. Donc moi, après, j'ai travaillé au magazine Challenge pendant des années. Et à un moment, je me suis dit, mon boulot au quotidien, c'est d'expliquer à des hommes, plutôt des vieux monsieur blancs de plus de 50 ans. On m'a dit qu'il fallait, j'ai 60 ans maintenant, plus de 60 ans, riches, comment devenir encore plus riche. Or, bah, c'était pas ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie, quoi. Moi, j'avais aussi envie que l'économie parle aux gens normaux et notamment aux jeunes femmes autour de moi qui, effectivement, ne regardaient pas ça. D'où l'existence de Plan Cash, donc qui à la base est une newsletter toutes les 2 semaines qui parle d'argent et d'investissement avec une petite partie guide et une petite partie avec toutes les actus femmes qui concernent l'économie ou l'argent. Avec une ligne éditoriale qui est très impliquée pour la cause salariale, on va dire, et en même temps très impliquée dans l'investissement, notamment dans l'investissement responsable. Donc vraiment un produit qui n'existe pas, puisqu'en France, on a un peu l'impression qu'on a le choix entre BFM Business et alternatives économiques. Voilà, moi je voulais essayer de trouver une troisième voie qui soit très concrète sur comment on peut avoir les outils pour atteindre l'indépendance financière vis-à-vis de son conjoint, négocier son salaire, investir pour ses vieux jours, pour compléter sa retraite, parce que ce gouvernement n'arrête pas d'essayer de la détricoter. Déjà en tant que femme, c'est pas fastoche d'arriver à ses annuités. Bref, vraiment créer un truc comme ça, qui a aussi donc un compte Instagram suivi par 73 000 personnes. Et puis voilà, donc qui est en gros un mini-média qui parle d'argent aux femmes. Alors là, on est en train de basculer, puisqu'on a fait une levée de fonds, on est en train de basculer vers une application d'éducation financière, mais malgré tout, on garde cette idée de communication et de publicité très digitale native, où on est effectivement arrêté très embed dans le produit, etc., même si c'est toujours très bien signalé. On est vraiment parti sur l'idée que bah, les premiers qu'on est allé chercher, c'est toutes les petites boîtes de fintech, de finance, d'investissement qui s'étaient créées et qui se disaient, ah mince, on n'a pas beaucoup de femmes ou alors on voudrait plus de femmes parmi nos clientes. Et il vaut mieux s'y prendre maintenant plutôt que s'y prendre quand on sera plus grosse et quand on n'aura pas des... Voilà, pour vraiment que dans la stratégie du début de l'entreprise, ce truc-là soit construit. Donc nous, on a été allé chercher des annonceurs qui vraiment avaient, intégré le féminisme dans leur stratégie, ou en tout cas le fait d'aller chercher des clients de femmes dans leur stratégie depuis le début. Deux, n'avaient pas de casserole au cul. Donc, truc à la con, hein, on vérifie quand même toujours sur Internet s'il n'y a pas eu de cas d'harcèlement, de discrimination, de prix d'hommes, etc., en raison du genre, parce que ça vaut le coup. Trois, qu'est-ce qu'on fait avec ces annonceurs-là? Bah, on essaie de trouver un message qui a du sens, quoi. Un message qui a du sens, qui peut reprendre et utiliser des gimmicks féministes, mais voilà, vraiment qui soit pas peut-être qu'on n'y arrive pas tout le temps, hein. Il ne soit pas trop tarte à la crème, quoi. On n'en a pas fait trop. Par exemple, pas des trucs genre Velux. Là, c'est pas bon. Et puis, vraiment essayer d'utiliser, par exemple, nous, les connaissances en économie comportementale et en gender studies, qui sont vraiment nos deux spécialités, que l'on croise pour faire à la fois des contenus et des publicités qui sont pertinentes. En tout cas, on essaye. Voilà. Et après, respecter l'égalité, etc. Et puis, nous, on fait aussi des formations avec des conseillers en gestion de patrimoine, parce qu'il se trouve que mon associé et moi, j'ai un parcours dans l'économie, mais j'ai pas encore les accréditations AMF, que je suis en train de passer d'ailleurs en ce moment. Il faut que je passe la parole, ok. Voilà. Les accréditations AMF, de toute façon, je suis au bout, hein. Tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'on allait faire appel à des professionnels reconnus et certifiés en attendant nous d'avoir cette accréditation et que du coup, on a décidé de les payer à 50-50 quand on organise des formations à l'éducation financière et à l'investissement avec elles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très nouveau puisque sur le marché, les intervenantes qui sont payées par les grosses plateformes, toutes les grosses plateformes de streaming, sont en général payées entre 20 et 35%. Et nous, on a fait un paiement à 50-50 parce que dans notre tête, il y avait cette idée, on ne va pas aller chercher des femmes qui travaillent là-dessus depuis plus longtemps que nous, au début en tout cas, en les sous-payant et en capitalisant sur leurs images et leurs suiveuses, leurs followers ou leur communauté. Voilà, donc là encore, la question du tarif juste, puis même pour le mini-média, on a un tarif qui est, alors pour le coup, en note de droit d'auteur, puisque Plan Cash n'a pas la reconnaissance média à l'heure actuelle.
pour des questions de, non pas de traitement journalistique, mais d'aide à la presse qui sont très, très compliquées en France. Mais effectivement, on pratique des tarifs qui sont à peu près équivalents à ce que pratique Le Monde en quotidien dès le départ pour, encore une fois, ne pas rentrer dans une logique d'exploitation, de surexploitation des femmes pour quelque chose dont on sait que ça leur demande vraiment du travail. Voilà, donc je suis ouverte à toutes vos questions, sachant qu'on a une entreprise imparfaite, puisqu'on est une entreprise inscrite dans le monde capitaliste, mais qu'on cherche à faire au mieux. Et merci Léa, c'était très intéressant. On fera les questions à la fin, même si j'en ai quelques-unes qui me sont venues moi déjà. Et puis Audrey, je te passe la parole.